Bonjour, à toutes et à tous. Merci, d'abord je commence à bien remercier Khaled de m'avoir invité à cette, édition. Je suis très honoré d'être parmi vous pour essayer de partager, un petit retour d'expérience, donc sur, la pratique de la mesure en général et particulièrement sur les mesures de performance des campagnes publicitaires. Je passerai 1 à 2 minutes pour vous dire qui je suis et pour qui je travaille. Donc, je suis Rachid Saadi, je suis à la base informaticien, donc, puis complété par des formations en statistique et en marketing, avec une orientation data, donc la valorisation des données. J'y travaille sur ce thème quasiment depuis plus de 10 décennies. J'ai commencé mon expérience dans la formation en entreprise pour un organisme militaire, puis pour des entreprises. Et puis j'ai rejoint une petite expérience dans le public, une entreprise publique très brève et puis j'ai rejoint Imar, fin 2003 et j'y travaille encore donc, sur les thèmes de la valorisation des données. Imar, c'est le premier M, c'est le média, donc c'est la mesure donc, tout ce qui a trait aux médias et le MR, c'est market research, donc tout ce qui est donc, data de consommation, études de marché, donc, c'est tout ce qui est consumer research. Donc pour le média, donc on est organisé, autour de 3 business units, dans nos métiers. Il y a le média qui est vraiment un métier de base. On fait la mesure d'audience des supports, que ce soit télé, radio, presse et réseaux sociaux. Nous faisons aussi tout ce qui est veille, monitoring publicitaire, monitoring des contenus. Dans la partie consumer, research, donc nous couvrons donc le FMCG, des telcos, mais aussi les autres secteurs, d'activité automobile aussi. Heu, voilà donc, et nous sommes adossés aussi sur, une structure start-up qui s'appelle Bridgital, qui nous développe en fait tous les outils, de valorisation des données aujourd'hui, de tout le pipe de valorisation des data, de l'acquisition, donc utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour, coder, analyser et aussi, faire de la data visualisation. Voilà en gros ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, je vais pas être long, je vais essayer de concentrer mon intervention autour, de changement de contexte, sur la nécessité, de communiquer déjà. Pourquoi? Et puis on va voir quelles sont les métriques que nous utilisons pour la performance. Et puis je partagerai à la fin avec vous quelques données du marché publicitaire, algérien. Hop, c'est bon? Merci, allez. Donc je commence bon, le contexte, on je reviens un petit peu aux périodes là où il y avait la concentration des médias. On est passé de la concentration radio puis la télé. Avec l'avènement du digital, il y a une multiplication des contacts. Il y a vraiment aujourd'hui, une statistique qui est parlante, c'est on a 44 contacts médias par jour en moyenne, chacun de nous. Et contact, quand je parle contact, ça peut être une télé, ça peut être radio, ça peut être les réseaux sociaux. On se déconnecte, puis on reprend 44 fois par jour, 44 contacts. Donc, on est passé de concentration à une fragmentation des médias. Donc, ça complexifie la notion de ciblage. Aujourd'hui, qui peut prétendre connaître exactement à qui il doit rendre? C'est vraiment un gros challenge et on verra au fur et à mesure pourquoi. En fait, on est passé historiquement, dans les modèles de concentration, là, on sait essentiellement s'adresser avec des modèles basés sur les caractéristiques sociodémographiques à des variables segmentantes ou différenciantes nouvelles. Donc on a des variables de lifestyle, par exemple, de style de vie. Nous avons des modèles de consommation nouveaux, nous avons de la mobilité, donc de l'intention d'acquérir, par exemple, des voitures, des motos, les crédits, la manière d'acquérir des biens. Mais il y a aussi tout ce qui est healthy, enfin healthy plutôt. Donc il y a healthy, la consommation healthy, le comportement aussi healthy. Il y a tout ce qui est respect de l'environnement, écolo. Donc tout ça, on trouve des publics beaucoup plus homogènes sur certains comportements, sur certains styles de vie que sur l'âge
ou que sur le genre homme-femme ou, ou région, le socio-démo classique. Donc c'est un gros challenge. J'illustre un peu mon propos pour voir un petit peu la difficulté des choses. C'est des données que j'ai tirées d'études dans l'Hexagone. Si je prends par exemple la cible, le cœur de cible de l'acquisition de possesseurs de voitures plutôt, 25-49 ans, et ben, il y a 58% qui sont au-dessus de 25 ou au-dessus de 49 ans. Est-ce qu'on peut toujours prétendre que c'est ça notre cœur de cible en ignorant les 42%? Enfin, plutôt en s'adressant aux 42%, en ignorant 58%. 60% des abonnés à forfait mobile, même chose. Donc on pense que le cœur de cible 25-49 ans, et ben 60% ne le sont pas. Pour la cible, par exemple, d'acheteurs des odorisants, 57% ne sont pas dans le cœur de, par exemple, on s'adresse à des femmes responsables d'achat moins de 50 ans, et ben 57% ne sont pas. Et enfin, et en plus, 60% des quantités achetées sont plutôt des jeunes hommes. Et je termine par 58% des acheteurs de yaourts pour enfants. Et ben, on s'adresse plutôt à des foyers qui ont des enfants moins de 15 ans. Et on se retrouve dans la réalité, dans certains marchés, que les acheteurs, il y a 58% d'acheteurs qui ne sont pas dans cette cible-là. Et 41% des quantités achetées sont achetées plutôt par des jeunes hors de ce cœur de cible. Donc, ça challenge la notion classique de ciblage sociodémographique. Donc, pour pouvoir justement maintenant savoir à qui s'adresser, il nous faut de la data, il nous faut des outils. Donc, la data, ça provient d'études, ça provient d'instruments, de mesures. Et je pointe ici 3 instruments majeurs qui permettent d'affiner un peu dans certains marchés. C'est les trois axes de mesure d'alimentation de la data qui permettent de bien comprendre les segments mieux que le socio-démo. Donc, nous avons les enquêtes qui nous restituent tout ce qui est ce qu'on appelle les enquêtes TGI, hein, qui nous disent qui consomme, quoi consommer, le comment, quels médias, avec quelle affinité. Ça, c'est très important parce qu'on a le croisement consommation-média. La deuxième source, c'est les panels de consommation qui nous alimentent notamment en quantité achetée, moment de consommation, la fréquence. Et enfin, la mesure d'audience qui nous donne qui a regardé, à quel moment, quel canal, donc radio, télé, presse, réseaux sociaux, pour placer justement les campagnes. Donc c'est cette juxtaposition de sources qui nous permettra de bien affiner le ciblage pour nos campagnes et non pas le socio-démo classique. Maintenant, je passe, pourquoi communiquer? Bon, vous êtes, du secteur mieux que moi, hein. Moi, je suis plutôt un mesureur, j'essaye de faire parler les data. Donc Heu, pour chaque élément que je vais citer ici, j'ai regardé un chiffre au moins d'une étude qui démontre qu'une campagne publicitaire, c'est un investissement. La promotion, ça ne l'est pas tout le temps. Ça peut l'être dans certains cas, certains types de promotion, mais ça peut être apparenté beaucoup plus à une dépense. Et ben, une campagne publicitaire, si elle est bien articulée, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires, mais ça permet aussi de construire la base des ventes. En fait, quand on fait pas aucun effort publicitaire, on vend quand même quelque chose. Et bah, des études montrent quand on fait beaucoup de communication, beaucoup de campagnes, même le jour où on veut s'arrêter, notre base des ventes augmente. Il peut être de doubler, voire tripler. Donc ça augmente la base. À un moment donné, si j'ai pas les moyens de faire un effort publicitaire, ça augmente justement cette base-là. Donc la communication aussi, permet de réduire l'élasticité des prix. Donc ça renforce l'image de marque. Du jour où il y a une crise économique, je peux augmenter les prix et ben, je perds moins en part de marché parce que je résiste. J'ai créé déjà l'image pour résister. Il y a l'effet halo quand je communique sur un produit. Les études montrent que l'autre produit marche parce que justement, donc il y a cet effet halo. Et bien entendu, donc il y a l'effet aussi, la rentabilité. Et le dernier effet, c'est le long terme. Les campagnes de publicité, c'est de surtout travailler sur le long terme et permet d'asseoir des marques, donc des retours sur l'investissement sur le long terme. Et je partage avec vous ici la contribution des médias par rapport aux promotions au CRM. Et ben, la part de contribution au business d'une campagne
travailler sur le court terme et le moyen terme, et ben, il est 2 fois plus. La contribution est double de ce que peut rapporter une promotion ou des campagnes CRM. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la baseline aussi, elle est atrophiée du fait justement, quand on fait la communication, plutôt, et des campagnes, à moyen long terme. Et la contribution, elle est ramenée par quasiment par tous les supports. Elle est essentiellement maintenant avec le digital, mais la télé aussi qui résiste, mais aussi les autres médias, affichage, radio et presse. Je vais passer maintenant les mesures de performance que nous utilisons pour, mesurer, est-ce qu'une campagne a performé ou pas. Donc nous avons 5 axes de mesure. Nous avons le premier, ça concerne tout ce qui concerne la visibilité, tout ce qui concerne la présence mentale de la marque dans la tête du consommateur. Le C'est des mesures type top of mind, notoriété, le reach, la fréquence, le brand science, et cetera. Il y a les mesures liées à la compréhension du message. Est-ce que le consommateur a bien capté le message? Il y a des mesures, des KPI qui sont ça vous concerne plus la partie en orange, ça concerne la création elle-même. Ça concerne l'image et l'association de la marque. Donc c'est des métriques qui concernent l'association de la marque, la pertinence du message, la différenciation, par exemple, l'unicité de la création, la crédibilité, et cetera, jusqu'au brand fit. Est-ce que le message ou plutôt la campagne véhicule exactement ce que la marque, est-ce qu'elle est adéquate à la marque? Tout ce qui est aussi métrique, lié aux attitudes et intentions d'achat, considération dans le panier d'achat, et cetera. Et enfin, le 5e axe, c'est les indicateurs business. Donc dans le digital, c'est déjà les métriques données directement par sur Google ou par Meta, comme le trafic généré, l'engagement, les conversions, mais aussi le business du côté, vente. Est-ce que la campagne a permis d'augmenter les ventes? Est-ce qu'elle a permis d'augmenter, donc sa part de marché? Je dirais c'est ce côté-là est très, très peu partagé. Les 4 premiers axes, on fait beaucoup d'études sur ça, donc c'est des données qu'on crée à partir d'études, mais les derniers, c'est plutôt partagé doivent être partagés soit par l'agence ou par l'annonceur, celui qui fait la campagne. Et j'avoue, il y a très, très peu de partage là-dessus. Je ne peux pas partager de métriques là-dessus sur ce côté-là. Et en plus de ces métriques, l'engagement a évolué sur, par exemple, l'achat d'espaces, publicitaires, sur la création de nouveaux formats plus engageants, enfin pas formats, de nouvelles métriques, de nouvelles mesures plus engageantes. Je cite ici, par exemple, tout ce qui est achat d'espace publicitaire en GRP data garantie. C'est-à-dire quand j'achète, c'est pas juste une probabilité de contact, parce que j'ai tant de consommateurs qui étaient en contact avec le support, grâce à une étude d'audience. Mais ici, grâce aux études, type TGI, type, panel conso, on peut savoir si j'investis, 1 dinar dans un canal, le canal, il me promet de ramener un pourcentage bien précis en termes de vente. On arrive dans certains marchés à faire ça, y compris dans le monde de la télé. Heu, c'est quelque chose qui existe plutôt dans le programmatique, donc sur le RTB digital, j'investis tant pour toucher, un minimum de visibilité, un minimum de clics. Mais il y a aussi des expériences sur la télé, sur la télé segmentée, par exemple. J'achète j'achète une performance. Et il y a aussi, les métriques type RGQA, donc GRPQA plutôt. J'achète pas un GRP, une probabilité, un nombre, probabilité de contact, mais j'achète un GRP quantité achetée. Donc on fait des panels un peu partout, donc avec des caisses, donc on alimente de la data. Et quand j'investis, et ben, j'investis pour exiger une performance en contrepartie, pas uniquement une visibilité. Il y a des marchés qui ont mis en place, des dispositifs, comme ça qui fonctionnent, actuellement. Bon, on a vu les différents types, de mesures. Je parlais de l'approche héroïste, c'est au final, je cherche effectivement à vendre au final, mais pas que. Donc, il faut pas tomber dans le piège de la vente, immédiate, sauf si je fais des campagnes
pour vendre immédiatement. Mais une marque, ce n'est pas que faire de la vente immédiatement, ça se construit aussi dans le temps. Donc, une lecture uniquement héroïste favorise des stratégies opportunistes de court terme et pénalise les investissements de long terme. Alors que c'est des investissements de long terme qui permettent d'asseoir la marque, en termes de visibilité, de considération, notamment. Maintenant, je passe à la création, à la créativité, la notion de créativité. Donc avant cette, présentation, je cherchais une définition et c'est celle qui m'a le plus séduit, bah, c'est celle qui reprend un peu de 2 mots, hein, donc aux 3 les plus importantes. Bon, d'abord, effectivement, c'est un champ multidisciplinaire, donc la créativité, ça touche n'importe quelle idée, n'importe quel, objet, méthode, format. Mais il y a un aspect, c'est le contexte. Le contexte. C'est-à-dire, on ne peut pas, heu, faire de création, enfin, ou libérer la créativité sans la contextualiser et on peut en discuter que ce qu'on peut dire justement, par contexte et la mesure ici, même si dans le secteur publicitaire, la créativité, c'est l'innovation, c'est toujours rechercher, de l'innovation, la nouveauté. La nécessité de la mesure, c'est pas pour brider la création, mais c'est plutôt pour, allez, canaliser. C'est pour éviter les échecs et ça, c'est démontré aussi par, l'étude et on cherche pas quand on dit: «On fait de la mesure», c'est pas pour toujours donner un seul sens et donner juste de l'harmonisation ou, sortir, ou brider la créativité. C'est juste pour éviter les pièges. Mais sinon, il y a des publicités, nous avons des cas même en Algérie, où la publicité, la campagne, n'a pas fait, quand elle a été pré-testée et après testée, on a trouvé qu'il y avait des clivages au départ, mais avec le temps et les campagnes, ils ont beaucoup performé, malgré qu'il y a au départ, je dirais, les gens aussi divisés. Donc une publicité qui divise, c'est pas forcément quelque chose de négatif et parfois c'est plus intéressant qu'une publicité qui fait l'unanimité. Finalement, elle fait l'unanimité, mais finalement, il sort pas et c'est pas réellement de la créativité. Donc on reste très, très dans le moule, traditionnel, quoi. Donc il faut être vigilant, dans des marchés quand même, donc où le contexte, je dirais, spécifique. Je dirais pas voilà. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est, un peu toléré, entre guillemets, par, la cible, par le consommateur, parce que parfois, effectivement, ça peut virer, à l'échec, vu, le risque de mal interpréter les nouvelles créations. Parfois, par peur aussi, ça peut freiner un petit peu la créativité. Bon, il faut trouver le bon curseur. Le bon curseur, comment le trouver? Bon et ben, il faut identifier les réactions émotionnelles, il faut évaluer l'acceptabilité culturelle. Bon, tout ça, c'est des études sociales. Il faut quand même, il faut les faire. Il faut alimenter, la création en amont et ça permet de prévenir des échecs qui peuvent être, coûteux. Il y a des campagnes publicitaires, y compris dans des marchés matures, qui ont été arrêtées quelques jours après le lancement à cause à cause de l'effet négatif, généré. Donc le cercle vertueux de la créativité, donc c'est de comprendre son audience, adapter la création donc à sa cible, évaluer les risques éventuels et ajuster si nécessaire. Et je termine par la synergie dans l'approche, qui est la nécessité donc, d'articuler la démarche analytique qui s'appuie sur l'étude, sur la data, en amont et bien entendu, tester aussi en aval, en amont et en aval. Voilà. Est-ce que la campagne a performé après? Pour pouvoir corriger sur les prochaines. Donc je contrôle pour la création actuelle, pour l'adapter, pour assurer un maximum de chances pour la campagne et puis après je fais le post-test ou le bilan de campagne pour pouvoir ajuster pour les prochaines. Et je peux dire aussi que beaucoup d'études montrent aussi la synergie entre médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parle que du digital. Toutes de sérieuses études montrent
que quand on varie le média, quand on fait des campagnes sur plusieurs supports, on a plus de croissance, on a plus de retombées héroïstes et surtout aussi sur des retombées sur l'image. Je parle par exemple comme la télé, quand on a des campagnes dont la visée et la création d'images, sur le long terme, et ben, la télé reste quand même le média le plus intéressant, le plus impactant, pour ça. Et si vous me permettez, je termine par la dernière phase de ma présentation, de partager avec vous quelques chiffres, du marché publicitaire en 2025, en Algérie. Le premier chiffre que je voulais, partager avec vous, c'est le nombre de diffusions. Bien entendu, on peut débattre tout à l'heure, ça exclut le marché du digital, hein, donc on ne connaît pas. J'aimerais bien que tout à l'heure dans le panel, on peut discuter de ce sujet, comment estimer le marché du digital, en Algérie. Donc ce qu'on évoque ici, c'est le marché de la radio, télé et presse. Donc plus d'1 300 000 diffusions en 2025, dont 96% sur la télé. Nous avons la répartition 86% dans donc, des chaînes privées et 14% dans les chaînes publiques. Donc, ouais, la balance. Et en termes de volume de diffusion en Ramadan et hors Ramadan, comme vous constatez aussi, nous avons à peu près 86% pour un peu moins de 13%. Donc le volume de Ramadan, beaucoup pensent que c'est la moitié. Finalement, ça représente moins de 14% et 86%, c'est, pardon, et ça reste quand même en dehors du Ramadan. En termes de création publicitaire, toujours en 2025, en Algérie, donc les créations publicitaires TV diffusées en 2025, anciennes ou nouvelles, hein, c'est-à-dire que ce soit des créations qui ont été créées durant l'année 2025 ou avant, parce qu'il y a des campagnes qui sont créées avant, ils continuent à diffuser. Nous sommes à plus de 4000 créas diffusées. Et si on prend juste les créations nouvelles, c'est-à-dire lancées en 2025, nous avons à peu près 3000 créations. Vous voyez ici, donc il y a quand même 27% d'anciennes créations qui continuent à circuler. Donc, c'est quand même un potentiel aussi, un potentiel qui un petit peu qui est à gagner pour, les créateurs, pour les agences. Pour continuer sur le slide de tout à l'heure, sur la partie Ramadan, nous avons les 13% du Ramadan. En termes de spend, en termes de valeur, ça représente 40%. Donc en termes de volume, donc ça reste très bas, mais les grilles de Ramadan, ils sont plus chers, sont très élevés. Le temps de diffusion aussi autour de l'Iftar, c'est beaucoup plus cher, le prime time. Donc du coup, ça donne une valorisation beaucoup plus importante. Donc c'est 40% de la valeur. Et toujours les créations au Ramadan, comme vous le constatez, les créations au Ramadan, ça représente 32%. Donc ici aussi, donc voilà, donc les 13, de l'autre côté, si on les prend sur les créations, ça représente quand même 32%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille beaucoup pour Ramadan. On travaille beaucoup. Une publicité sur 3, une création sur 3 est faite pour le mois de Ramadan, en fait. Et je termine sur la confrontation de l'audience avec le media planning. Comme vous constatez ici, l'audience, c'est-à-dire l'audience qui est partagée sur une seule télé, 2 télés, 3 télés, confrontée je dirais, au nombre de créations, vous constatez qu'une création représente, plutôt sur une chaîne TV, ça représente 58%. Et nous avons constaté que dans les 58, il y a 40%, c'est le sponsoring. Donc en fait, ici, donc, il y a aussi vos plans médias sont vraiment challengés. Il y a quand même une optimisation à partager les créations sur plus d'une chaîne. Parce que l'audience, elle est sur 2, 3, 4 chaînes, alors qu'on concentre sur une seule chaîne. Voilà, je vous remercie.